Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Je reçois Madame Rosemary Taupin-Pélican. Nous allons parler de cette histoire de ce malheureux crash qui a tant bouleversé la Martinique il y a à peu près une dizaine d'années. Alors, il y a de nouvelles choses, mais Madame Pélican est aujourd'hui avec nous pour nous en parler. Bonjour, merci une fois de plus de revenir à Zouk Télévision. C'est moi qui vous remercie, c'est l'AVCA qui vous remercie parce que c'est toujours, on est toujours content de partager les faits de ce dossier, les événements avec la Martinique et la Martinique profonde, parce que souvent on se rend compte que les gens ne savent pas du tout de quoi on parle quand on évoque la catastrophe aérienne du 16 août 2005. Il y a combien de Martiniquais qui ont perdu la vie ce jour-là? On va le rappeler ça aussi aux téléspectateurs. Ah oui, alors je rappelle que 152 Martiniquais qui n'étaient pas malades, qui étaient partis en voyage au Panama, ne sont pas revenus. Donc 152 Martiniquais et 8 membres d'équipage sont morts à Maracaibo le 16 août 2005. Et de 2005 à aujourd'hui, vous bataillez ferme sur cette histoire et il n'y a pas de coupable. Jusqu'à maintenant, la justice, que ce soit française ou peut-être du pays d'où il venait, le Venezuela, c'est ça? Non. Du Panama. Du Panama. Le crash a eu lieu au Venezuela. Voilà. Jusqu'à maintenant, on vous renvoie dans vos 22 mètres et personne n'est coupable. Responsable mais pas coupable peut-être. En fait, toute cette enquête-là, elle est orientée de telle sorte qu'on ne trouve pas, qu'on n'accuse personne, que personne ne porte le chapeau, sinon les pilotes. Or, les pilotes étant morts, on ne peut pas les emmener devant le tribunal. Donc ça veut dire, il n'y a pas de coupable, rentrez chez vous, on en reste là. Et c'est parce que l'association existe qu'aujourd'hui, pratiquement 17 ans après, je dis pratiquement parce que le 16 août 2022, cela fera 17 ans. 17 ans après, nous demandons à la justice française de faire tout, d'investiguer dans tous les... de prendre toutes les pistes qui surgissent de ce dossier-là, parce que nous n'inventons rien. Nous n'inventons pas des coupables. Il y a dans ce dossier des gens, des sociétés, des personnes morales qui n'ont pas rempli leur mission. Or, il y a parallèlement l'annexe 13 de l'aviation civile internationale qui dit comment faire quand il y a une catastrophe aérienne. Or, on ne le fait pas. Il est clair qu'on ne veut pas trouver les responsables, donc on ne veut pas donner la vérité aux Martiniquais. Qui ne veut pas? La justice française? La justice française, parce que le premier responsable, c'est qui? C'est la France. C'est la Direction générale de l'aviation civile française qui a donné un droit de trafic à une compagnie venue de nulle part, à une compagnie dont on ne connaissait rien, dont on n'a pas cherché à savoir le minimum. Alors, on a dit à l'époque que c'est une compagnie poubelle. Est-ce que c'est vrai et que cette compagnie-là, du coup, ne pouvait plus atterrir dans les espaces français? C'était vrai ou pas à l'époque? La compagnie poubelle, c'est vrai pour tout le monde, sauf pour la France. Et quand je dis sauf pour la France, le ministre des Transports de l'époque a dit qu'un tel avion n'atterrirait pas en France. C'est ça. En France hexagonale. Mais pour venir chercher des nègres aux Antilles, oui, on donne le droit de trafic et on ne se fâche pas avec la Colombie. C'est aussi simple que cela. Tout le monde. Donc même... déjà là, il y a une faute. Exactement. Sauf qu'il n'y avait pas... il y avait eu, avant le crash de Maracaibo, il y avait eu un précédent. Oui. C'était en 2004, le crash avec le crash de Sharm el-Sheikh, oui. Le 4 janvier. Il y a eu un énorme rapport comme ça, mais qu'on a mis dans un tiroir. Et on l'a ressorti après le crash de la Ouest pour mettre en place de nouvelles réglementations pour les compagnies étrangères. Ouais. Voilà. Et vous avez essayé d'aller jusque demander un entretien au président de la République pour qu'il puisse intervenir. Enfin, je ne sais pas, moi, si la justice bloque quelque part, est-ce que le président ne pouvait pas faire avancer le dossier? Nous avons tout essayé. Nous avons essayé, ne serait-ce que par le biais de Mme Taubira. Nous avons essayé quand M. Hollande est venu. À chaque fois, ce sont les petits acolytes qui nous reçoivent, au nom, justement, au nom du président ou au nom
la garde des Sceaux, voilà. Et on nous dit, après, l'affaire suit son cours, qu'elle est bien traitée, et en plus, en raison de la séparation des pouvoirs, qui ne peuvent pas intervenir. Une fois qu'on vous a dit séparation des pouvoirs, on croit vous avoir tout dit, sauf que quand on regarde de plus près, il n'y a pas de véritable séparation des pouvoirs dans la mesure où le président de la République, quand il veut freiner les choses ou quand il veut les activer, il sait comment faire. Voilà. Eh oui. Donc vous avez, la semaine dernière, fait un rendez-vous avec la presse, un petit déjeuner avec la presse. Il y a quoi, du pain au beurre au chocolat? Il n'y avait pas de petit déjeuner, c'était du sérieux. Il n'y avait que des mais des c'est mots. c'est sérieux ça. Non, il n'y avait que des échanges, Nous leur avons expliqué par l'image parfois que aujourd'hui nous sommes, je pourrais dire désappointés, mais vu la manière dont cette affaire est traitée depuis le début, on n'est pas vraiment surpris, sauf que c'est quand même extraordinaire que ce qu'on nous a dit depuis bientôt 17 ans n'est plus vrai aujourd'hui. C'est extraordinaire. Ouais. Nous ne pensions pas, franchement, que les experts à qui on a donné mission de faire un complément d'expertise, nous ne pensions pas qu'ils nous pondraient carrément une contre-expertise de ce qu'eux-mêmes, ils avaient fait des années avant. Oui. Voilà. Donc, c'est quand même extraordinaire. On se demande où est vraiment le besoin de connaître la vérité. C'est quoi, finalement, leur mission? C'est quoi leur objectif? Est-ce qu'ils cherchent vraiment la vérité? Parce qu'en fait, il y a des responsables, mais on ne veut pas pénalement cibler qui que ce soit, mettre qui que ce soit devant la justice, parce que j'imagine que ça déplairait au Panama, à la Colombie. Je ne dirais pas au Venezuela, mais pas le Venezuela, puisque le Venezuela, ce n'est que le pays dans lequel l'avion est tombé. Mais c'est vrai qu'il y a eu une enquête technique faite par le Venezuela. Mais le Venezuela n'ayant pas beaucoup de moyens, ces gens-là n'ont fait que plus ou moins copier ce qui a été fait par le BEA français. Mais il y a aussi les États-Unis. Même le Venezuela, d'ailleurs, a pointé du doigt ces fameuses alarmes qui se décrochent trop tardivement dans le cockpit. Alors, est-ce qu'il y a de nouvelles choses que dans cette conférence de presse que vous avez portées à l'attention des journalistes qui étaient là? Voilà, donc en fait, je leur ai expliqué comment ils avaient schématisé l'accident dans un premier temps. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette nouvelle expertise, ils nous avaient dit que l'avion était tombé parce qu'il était bien trop lourd, qu'il était monté bien trop haut, que les pilotes n'avaient pas pris la bonne route parce qu'il y avait sur leur chemin, sur leur route, ils ont rencontré des taux de cumulonimbus, il y avait plein d'orages ce jour-là, donc ils n'auraient jamais dû emprunter cette voie aérienne-là. Et que, ma foi, ils étaient montés trop haut. Et étant trop haut, ils avaient été contraints de mettre à plusieurs reprises le dégivrage. Et sur ce type d'avion, je ne sais pas si c'est pareil sur tous les modèles, mais en tout cas sur les MD, puisque l'avion de la West qui s'est abîmé, c'était bien un MD. Quand on met le dégivrage, on pompe sur l'énergie des moteurs pour faire ça. Et fatalement, les moteurs perdant de la puissance, ils ne peuvent plus garder l'altitude, ils ne peuvent plus avoir la même portance. Et donc, l'avion a été fatalement amené au décochage. Et une fois en décochage, les pilotes n'ont pas su quoi faire. D'accord. Donc, ils nous expliquaient ça comme ça jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la version qui avait cours. D'accord. Alors, nous leur disions sans cesse, parce qu'ils voulaient nous faire croire que c'était les pilotes qui avaient surchargé l'avion. Oui. Non, je disais quelque chose à ma collègue. Je leur expliquais que c'était vous étiez en train de parler, il me montrait moi. Allez-y, je vous écoute. Donc, ils expliquaient que c'était les pilotes qui avaient surchargé l'avion. Donc, nous leur disions, mais jamais. Depuis quand un pilote surcharge un avion? Mais tout le monde sait cela. Tout le monde. Sauf apparemment la justice française. Alors, pour
acculer les pilotes pour pour leur mettre tout le poids de l'accident sur le dos. On disait que c'était eux qui avaient surchargé l'avion. Or, il y a une société d'assistance au sol au Panama, Balboa Logistique, dont c'est le rôle. C'est d'ailleurs cette société qui a rempli le document qu'on remet aux pilotes, leur indiquant la masse de l'avion. Parce que ces gens-là, ils ont une formation, ils savent que pour tel modèle d'avion, il ne faut pas une masse qui dépasse un niveau X. Et en l'occurrence, pour cet avion-là, Boeing imposait un décollage avec une masse maximale de 149 500 livres. Or, ils ont fait un document qu'ils ont remis aux pilotes disant que leur masse était de 148,023, ce qui est inférieur à 149. Donc, logiquement, ils étaient dans les normes. Dans les normes, oui. Sauf que, pour aller du niveau de la mer au premier palier qui était au niveau, ce qu'on appelle niveau 310, c'est-à-dire 9 km et demi à peu près, Boeing préconise un temps de 21 minutes. Eux, ils ont mis 26 minutes 37 secondes, ce qui signifie qu'ils ont mis 5 minutes 37 de plus. Alors, jusqu'ici, on nous expliquait que l'avion était bien trop lourd, il n'arrivait pas à monter, il ramait, etc., etc. Aujourd'hui, c'est plus vrai, ça. Aujourd'hui, ils nous disent, vous voyez, aujourd'hui, ils nous disent que si l'avion a mis 5 minutes 37 en plus, c'est parce c'est parce que les pilotes ont dû utiliser le dégivouage. Et que d'ailleurs, quand Boeing dit 21 minutes, Boeing parle d'avions neufs avec des moteurs neufs. C'est ça l'explication qu'ils nous pondent aujourd'hui. Mais on dit, mais de toute façon, nous avons... L'avion, il avait 19 ans. Nous savions que les moteurs étaient pourris. Nous leur avons dit que les moteurs étaient pourris. Mais ils nous ont dit, non, il n'y a pas de... Les moteurs sont bons, toute bagaille, bon. Tout était parfait. Aujourd'hui, ils nous disent, parce que nous ne comprenions pas, et même là, vous faites un complément d'expertise sur la masse de l'avion. Le plus élémentaire, le plus simple, c'est d'aller voir ces gens-là et de leur demander des comptes, de leur demander, mais pourquoi est-ce que vous avez fait un manifeste qui ne correspond pas à la charge réelle de l'appareil? Allez leur demander. Mais jamais ils ne sont allés voir ces gens-là, jamais. Et ils refont un complément d'expertise en imaginant des choses qui dédouanent. Parce que comme nous exigions qu'ils interrogent Balboa Logistique, aujourd'hui, ils dédouanent complètement. Donc, ils n'ont plus besoin, ils estiment qu'ils n'ont pas besoin d'aller voir Balboa, de demander quoi que ce soit à cette société d'assistance au sol, puisque pour eux, l'avion, non, c'est plus, l'avion était conforme, c'était pas trop lourd. Alors, ce poids-là de 149 500 livres que préconise le constructeur pour le décollage, il correspond à quoi? Il correspond à la masse de l'avion vide, la masse de l'avion avec la quantité de carburant qu'on y met, avec la quantité de bagages de soute qu'on y met, avec la quantité de bagages de cabine qu'on y met, et avec les passagers. Oui. Or, sur chacun de ces éléments-là, au moment où je vous parle, des points d'interrogation demeurent. Par exemple, alors je vais vous lire une petite chose toute simple. Alors, initialement, ils avaient conclu ceci. Le poids inscrit sur la feuille de pesée ne correspond pas au poids réel embarqué. Ça, c'est dans le dossier de l'enquête jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, ils disent, ces bagages ne sont pas évalués forfaitairement. Ils sont réellement pesés et leur masse reportée par passager. En effet, par sondage d'une ligne à l'autre du listing, on constate qu'un groupe de 3 bagages, par exemple, est reporté à 51 kg pour un passager et un autre groupe de 3 bagages est reporté 34 kg pour un autre. De même, pour un seul bagage, il peut peser 16, 11, 20 ou 28 kg selon les passagers concernés.
Aucun forfait n'est donc appliqué à la masse des bagages. Voilà. C'est de la déductologie, entre guillemets. Ils ne font pas d'analyse sérieuse qu'on pourrait accepter. On se dit, bon, mais voilà, ils ont expliqué, alors que pour arriver justement initialement à la conclusion à laquelle ils étaient arrivés, disant que les bagages n'étaient pas pesés, ils avaient consulté la compagnie Air Caraïbes, la compagnie Air France, puisqu'il y avait des passagers bloqués au Panama qu'Air France a dû rapatrier. Donc, on a bien vu quelle masse de bagages il y avait. Et ils ont aussi demandé à M. Félix Jean-François, qui, à l'aéroport du Lamentin, déchargeait les bagages des passagers des vols précédents qui sont arrivés en Martinique. Et lui-même, il dit que l'avion était toujours tout plein. D'un bout à l'autre, d'une soute à l'autre. Les 4 soutes étaient pleines. Or, vous avez une société d'assistance au sol qui vous dit « Non, moi, je n'ai rempli que les 2 soutes arrière. » Que les 2 soutes arrière. Donc, les 2 soutes arrière sont remplies. Qu'est-ce qu'il y a dans les 2 premières? On ne sait pas. Sauf que les 2 soutes arrière, si on ne remplit que ça, d'ailleurs, c'est une configuration qui est interdite d'après ce que m'a dit un commandant de bord. Il dit que si on ne remplit que les 2 soutes, en l'absence de passagers dans l'avion, eh bien, l'avion bascule sur le cul. D'accord. Donc, mais ça montre aussi que ils ont mal mesuré peut-être les bagages, parce que s'ils disent qu'ils ont fait que 2 soutes, ici Jean-François dit que les 4 soutes étaient pleines, ça fait quand même pas mal de kilos. Parce qu'on sait bien que les gens qui partent en vacances à Miami, qui vont au Venezuela, qui vont à certains endroits, ils y vont aussi pour faire des affaires. Exactement. Et pour ramener des choses dans leur bagage. Donc, ils ne vont pas simplement avec une serviette de plage. Exactement. Surtout, enfin, vous et moi, nous avons voyagé. Là, en plus, il y avait la zone franche de Colonne. On sait bien que quand on part, on ramène des choses. À un moment donné, ils ont presque, comment dire, mis toute la responsabilité sur nos compatriotes, sur les 152. Ah oui, ils avaient trop de bagages, etc., etc. Mais le problème n'est pas là. On peut arriver à l'enregistrement avec tous les bagages qu'on veut. Mais ils ne sont pas forcément admis par la compagnie. Exactement, ils ne sont pas forcément admis. Or, même la compagnie West Caribbean, dans ses documents qu'on a pu voir après, disait bien, c'est écrit noir sur blanc, que si d'aventure il y avait un excédent de bagages, l'excédent de bagages serait acheminé par un autre vol. Sauf qu'un autre vol, une compagnie qui n'a plus qu'un seul avion, qui pendant la journée fait toutes les petites villes de Colombie, Medellín, Cali, Bogota, San Andrés, je ne sais quoi encore, et puis venait en Martinique et en Guadeloupe entre 2h, 3h du matin, je ne vois pas à quel moment elle trouverait un avion, parce qu'il n'y en avait plus qu'un. Celui-là. Alors aujourd'hui, vous en êtes où, madame? Quelle solution qui vous reste pour contester ce genre d'expertise? Alors, depuis que nous avons reçu cela, ça doit faire peut-être 2 mois et demi, nos experts, parce que nous avons des experts aussi qui travaillent pour l'association, et je leur tire mon chapeau parce qu'ils travaillent gratuitement pour l'association. Nos experts se sont déjà penchés sur cela et ils sont extrêmement... comment dire ça? Choqués. Ils sont choqués, ils sont renversés, mais ils s'attendaient à tout sauf cela. Mais comment c'est possible un tel revirement? Surtout par des gens qui ont signé toutes les expertises antérieures. Donc, on ne comprend pas que maintenant, qu'on obtienne finalement tout le contraire de ce qui avait été dit, mais on nous l'avance en plus sans prouver quoi que ce soit. C'est pas prouvé. Il y a 2 choses qui sont importantes. Bien sûr, indépendamment de la maintenance sur un appareil, ce qui est important quand il va décoller, c'est la masse et le centrage. On n'a aucune analyse sérieuse de ces 2 éléments. Ils nous disent que le centrage était correct, mais ils ne le prouvent pas. Ils ne le prouvent pas. Ils nous disent que la masse de l'avion, alors, ils avancent des choses, mais sans prouver quoi que ce soit. Ils nous disent maintenant
que la masse des passagers était correcte. Alors qu'ils nous ont dit, ils nous ont expliqué, il faut voir, ils nous ont expliqué par A plus B au départ que la masse ne pouvait pas être correcte, que forcément la société d'assistance au sol avait donné un faux au pilote. D'accord. Alors, nos experts, ils pensent, honnêtement, alors je vais vous dire ce qu'ils pensent. Ils pensent que ces experts-là qui ont rendu la contre-expertise, les experts ont organisé le massacre de l'équipage par une accumulation de déviations par rapport à la norme. Il aurait été souhaitable qu'ils donnent leur référence de chaque norme invoquée et qu'ils analysent avec autant d'esprit critique et accusateur les raisons et les responsabilités de ces déviations. Parce que ça, ils ne font pas. Ils avancent des choses, mais sans apporter des preuves irréfutables. C'est ça. Pas d'explication technique ou quelque chose. Voilà, ça ne tient pas la route. En plus, là encore, on ne comprend pas l'attitude des pilotes dans la dernière phase dans la dernière phase, parce que les pilotes sont montés, d'après ce qu'ils disent, sont montés à une altitude à plus de 10 km, alors que d'après eux, la masse de l'avion ne leur permettait pas de faire ça. Et ils ont rencontré des zones d'orage qu'ils ont dû à plusieurs reprises éviter. Mais d'ailleurs très tôt, même depuis le niveau en bas, ils avaient déjà eu à dévier à 3 reprises. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se pose la question du bulletin météo qu'on leur avait donné. Parce que la personne qui leur a donné le bulletin météo a dit au Venezuela, parce que la France pas mandé à rien, a dit que ce qu'on leur a remis, ça n'appelait pas de commentaires. Donc ça signifie qu'ils n'avaient pas la carte météo qui correspondait à la situation du jour. Or, quand les enquêteurs français ont demandé à la dite société la copie du bulletin météo, du dossier météo qu'on avait donné aux pilotes, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés sur Internet, ils ont imprimé un truc, mais c'était celui du jour. C'était pas celui de la veille, c'était pas. Donc ils se sont foutus de la gueule des inspecteurs, enfin, voilà, des experts. Des experts, mais ils disent cela dans le dossier. Ils disent oui, on nous a donné la carte postérieure au crash. Point. Et ça s'arrête là. Parce que pourquoi les gens comprennent bien, il y a des gens au sol qui prévoient la trajectoire de l'avion, préparent la trajectoire de cet avion et remettent au commandant de bord, enfin à l'équipage, ce qu'ils ont prévu. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils préparent un dossier complet avec le poids de l'avion, le centrage, etc., le nombre de passagers. Enfin, il y a tout. Et tout cela est bien additionné et donne la masse globale de l'avion qui doit impérativement être en dessous de la masse maximale autorisée. Et à côté de cela, il donne des cartes météo, la carte du point de départ, la carte sur tout le trajet, et aussi quelles conditions seront rencontrées pour l'atterrissage. Il y a aussi un aéroport de déroutement si jamais il y a un accident. Tout ça, c'est prévu. Tout est prévu. Or, nous avons des pilotes qui semblent découvrir en route une situation météo exécrable. En plus, il y avait le problème du radar qui n'est pas réglé. Est-ce que le radar fonctionnait ou pas? Parce que les radars, il y a un pilote qui dit très bien, les radars, c'est les yeux de l'avion. Alors, est-ce que l'avion était aveugle ce jour-là? On ne sait pas. Mais en tout cas, ils arrivent devant les zones d'orage et puis ils demandent des évitements. Donc, comme s'ils n'étaient pas préparés à ça. À un moment même, le commandant de bord pousse un gros juron. Surprise. Mais pour eux, on passe. Ce qui est important, c'est d'accuser les pilotes. Pas la compagnie, ni la société d'assistance au sol. Accuser les pilotes. Ils ont fait une enquête à charge, et on le dit depuis le début, à charge contre les pilotes, et cela est contraire aux préconisations de l'OACI, qui est l'Organisation de l'aviation civile internationale. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste comme possibilité pour faire appel, pour faire quelque chose? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que nos experts s'étaient déjà mis au travail.
Donc, nous allons préparer un mémoire pour réagir à ça, à ce machin-là qui n'est pas conforme à nos attentes, ni conforme non plus à la mission qui a été confiée à ces deux experts-là. Donc, nous allons préparer un mémoire avec nos avocats et nous devons aller devant la Chambre de l'instruction les 28 et 29 novembre 2022. Et à partir de là, nous serons entendus, nos experts seront sans doute entendus, je l'espère, et si nous ne sommes pas satisfaits du résultat, nous irons en cassation. Surtout que tout ce qui avait déjà été rejeté en 2018 attend aussi pour faire partie d'un seul pouvoir en cassation. Donc c'est une affaire à rebondissement. Nous aurions souhaité des rebondissements qui aillent dans le sens de la vérité. On ne leur demande pas de faveur. On ne leur demande pas de faire des rapports qui nous fassent plaisir. On leur demande simplement de faire des investigations qui aillent dans le sens de la manifestation de la vérité. Or, manifestement, plus ça va, plus on s'en écarte. Merci beaucoup, Madame Rosemarie Taupin-Pélican, une fois de plus pour ces explications très bien détaillées. Je pense que depuis ça, vous connaissez très bien les avions et vous maîtrisez les termes. C'est bien, c'est bien. Mais enfin, bon, vous auriez préféré ne pas avoir à maîtriser ça et que vos parents soient à côté de vous. Exactement. Merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de courage et puis revenez vers nous dès que vous avez du nouveau pour informer les Martiniquaises et les Martiniquais. Merci, c'est moi, c'est l'AFCA. Nous vous remercions. Merci à vous, madame. Merci à vous chez vous. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Zouk Télévision.